Bonjour, vidéo numéro 016C, quatrième prise, ça commence à m'énerver. Alors, comment choisir un appareil en utilisant un site qui s'appelle DxO. DxO est une marque française qui vend des programmes et ils ont un site où il y a des tests d'objectifs et de choses comme ça et de boîtiers et on peut y voir des choses et c'est intéressant et je vous emmène là. Voilà. Le site s'appelle hop, DxOmark, voilà, donc dxomark.com. Voilà, donc là on arrive sur la page du début du site. On clique sur Lens, on clique sur Explore Lens Data et vous devez tomber là-dessus. Voilà. Et là-dessus on va pouvoir tester des choses, voir des choses. Donc, j'ai préparé mon truc, voilà. Et donc on arrive sur cette data, sur ce tableau où on clique ce que l'on veut, les marques, les caméras et ainsi de suite, que l'on veut utiliser, que l'on veut voir, et ça s'affiche après sous forme de listing. Et puis on va cliquer sur le plus là pour les additionner, pour les sélectionner et les foutre en haut pour pouvoir les comparer. Alors, on peut en comparer jusqu'à 3 maximum, mais on peut surtout les comparer 2 par 2, ce qui permet d'accéder à des pages, parce que quand on les compare 3 par 3, ça ne fonctionne pas. Voilà, d'où l'énervement. Donc, j'ai sélectionné le 1855 du kit, le 1750 que Sigma que l'on a vu dans la vidéo précédente chez Miss Numérique, le 1750, 1750 du Tamron, qui était le prix juste après le Sigma sur Miss Numérique, et un objectif étalon que je connais, qui est très bon et qui va nous permettre de regarder ce que l'on peut obtenir comme résultat avec un objectif très bon. Voilà. Donc par exemple, si on va donc si je sélectionne ce que je veux comparer, par exemple, voilà, tac. Donc je sélectionne l'objectif du kit et l'objectif très bon. On va voir les comparaisons. Donc ça, on sélectionne le boîtier que l'on veut comparer. Hop, D5600, par exemple. Hein, j'ai pris, et il faut bien que je mette quelque chose. Voilà. Alors, si vous voulez comparer des objectifs, il faut les comparer avec des boîtiers identiques, sinon ça n'a pas de sens. Parce que le rendu de l'objectif dépend du capteur, et le capteur dépend du boîtier. Donc il faut, si vous voulez comparer des optiques entre elles, il faut utiliser à ce niveau-là, le même boîtier. Voilà. Alors bien sûr, vous pouvez choisir un boîtier qui vous intéresse, ou au contraire, choisir un boîtier avec une résolution supérieure, de façon à faire la part des choses entre la capacité de l'objectif à encaisser un capteur supérieur en résolution, ou ça vous donnera une idée du contraste que vous allez obtenir sur les images. Voilà, parce que si vous avez un objectif qui a une résolution maximum qui est proche de la résolution maximum du capteur, vous n'obtenez pas le même rendu d'image que si vous avez un objectif qui passe beaucoup plus de mégapixels que le capteur de votre boîtier. Voilà, vous avez un rapport signal sur bruit qui est différent et donc vous avez une qualité d'image qui est différente. Donc là, il fallait bien en prendre un, donc je prends le 5600. Là, on a la note globale de l'objectif du test. Voilà, donc là on est à 14 et on vous dit que l'objectif est le meilleur à 35 mm et f4.5. Et puis là, comme c'est un 100 ouvert à 2, eh ben on vous dit qu'il est meilleur à 100 mm et à 2. Voilà. Après, il y a des résultats de tests. Voilà, donc on va voir la résolution, c'est le sharpness. On va voir la transmission optique, c'est-à-dire la perte de luminosité due
à l'épaisseur de verre et au traitement optique de l'objectif. Et puis là, on va voir la distorsion, c'est-à-dire l'aptitude de l'objectif à ne pas déformer les objets quand il les photographie, c'est-à-dire qu'il ne va pas transformer un carré en forme de coussin, d'où le nom d'aberration en coussinet, distorsion en coussinet, ou en forme de tonneau, c'est-à-dire distorsion en barillet. Le vignettage, c'est la perte de lumière sur les bords. Du fait des lois de l'optique, il y a un vignettage naturel, donc c'est rarement à zéro, et c'est forcément un chiffre négatif puisqu'on perd de la lumière sur les bords. C'est très rare qu'on en récupère. Bien sûr, toutes les formules optiques ne sont pas égales face au vignettage, et plus vous allez aller dans les grands angles, plus le vignettage va être important et va être obligatoirement plus important, et plus vous allez aller vers les longues focales, moins il devrait être important parce que les angles des faisceaux optiques dans les lentilles est moins incliné, et donc voilà. Et comme l'aberration du vignettage se calcule en fonction de l'angle de champ, on a tous compris qu'il faut diminuer l'angle de champ pour diminuer le vignettage. L'aberration chromatique, c'est le problème qu'a l'objectif à faire des images rouges, vertes et bleues d'exactement la même dimension. Et donc du coup, vous avez l'image rouge qui est plus grande que l'image bleue, et du coup, ça vous fait des petites franges colorées dans les angles. Ça, c'est la première page des tests. Donc on peut voir le résultat. Le premier onglet, score, ça veut dire résultat. C'est écrit en anglais, il n'y a pas en français, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Et il fallait suivre à l'école. Voilà. Spécification. Donc là, on va pouvoir voir les données techniques des objectifs pour les comparer. Voilà. Là, on va vous dire que c'est une monture type Nikon FDX, et puis là, c'est une monture type Nikon FX 2436. Voilà. Il n'y a pas de stabilisation, il y a le moteur d'autofocus, là, il est Silence Wave Motor, donc c'est un moteur à ultrasons. AF Motor non, parce que je trouve que cet objectif était mis au point manuel. Voilà. Et ainsi de suite. Donc après vous avez la longueur, et vous avez le poids, et ainsi de suite. Et puis surtout vous avez le prix en dollars, sachant que le prix en dollars est égal au prix en euros, parce que nous, on a des taxes. Les diaphragmes, et ainsi de suite. Donc là, celui il ouvre à F2, et l'objectif du kit, il ouvre de 3.5 à 5.6, mais ça on l'a déjà vu. Diamètre du filtre, 62, 52, 67, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant, c'est quand on a sélectionné que 2 objectifs, et non pas 3, c'est qu'on a accès à l'onglet mesurement, donc mesure, et tester avec. Et là, vous voyez l'objectif avec tous les appareils photo avec lesquels il a été testé. Voilà. Alors par exemple, si vous pouvez vous amuser à comparer entre le D5600 et le D5300 pour le même objectif, et vous allez voir que normalement on devrait avoir les mêmes résultats vu que ce sont les mêmes capteurs. Alors tous les objectifs ne sont pas testés avec tous les boîtiers. Il va de soi que cet objectif est un objectif DX, il n'est pas testé avec des boîtiers FX. Voilà. Il faut rester cohérent. Mais si on va aller voir dans les mesures. Alors dans les mesures, là on vérifie bien qu'on a le même boîtier qui est sélectionné là et là. Alors je vais voir si je peux zoomer encore. Voilà, tac, voilà, on devrait voir mieux. Voilà. Donc on a voilà le nom du boîtier, et ainsi de suite. Et on va retrouver le résultat du VXOMAP, la résolution, la transmission, la distorsion, le vignettage et l'aberration chromatique. Voilà. Donc, comme c'est une focale fixe, donc on a le Zeiss à droite, hein, et on a le Nikon à gauche. Comme c'est une focale fixe, et qu'on est aux alentours de 100 mm, eh bien, la focale fixe va nous donner une barre verticale. Quand c'est un zoom, eh bien, comme en horizontal, donc là on est sur le Nikon,
en horizontal, on a la variation de focale, et puis en vertical, on a les notes obtenues avec... là, on est dans on est dans le score, voilà, score map, voilà, boum, on est là-dedans. Bon, et donc, c'est des diaphragmes à gauche, et plus sévère, vous voyez, des XO-marques, la note supérieure à 20, voilà, sévère. Et puis la note rouge, c'est une mauvaise note. Donc on va s'apercevoir que même un objectif très cher, eh bien, passer à un certain diaphragme, aux alentours de F8, ça commence à être jaune, et puis F22, c'est rouge. Donc la note est pas bonne. Hein. Et pour le zoom Nikon, bah, c'est pareil. Au-delà d'un certain diaphragme, qui est d'ailleurs vaguement le même hein, pour les deux. Bon, alors on le voit pas bien, le vert n'est pas forcément aussi fort, bah, tout simplement parce que les notes n'étaient pas les mêmes. Hein. Les notes n'étaient pas les mêmes, puisqu'il y en a un à 14 et l'autre à 26. D'accord? Donc on retourne dans mesurement, voilà. Donc c'est pas le même vert. Je sais pas comment ça passe sur votre écran, mais sur le mien c'est pas le même vert et c'est normal, ça ne correspond pas à la même. On va aller regarder la finesse d'image, sharpness. Alors là, on a d'autres onglets qui apparaissent. Donc on a les perceptual megapixels, ce sont les mégapixels ressentis quand on regarde l'image. Voilà, c'est l'impression de résolution que l'on a. Je vous rappelle que le boîtier fait 24 millions de pixels. Et donc on va s'apercevoir que donc ça ce sont les mégapixels, donc 12 mégapixels, et grosso modo l'objectif très bon, il est à 5.6, il est à 12 mégapixels, c'est-à-dire qu'on a grosso modo la moitié de la résolution que celle du capteur. Parce que l'objectif prend altère la résolution perçue. Et aux pleines ouvertures ou à 22, eh bien, on se situe donc dans le jaune clair, donc on doit être autour de 6 mégapixels, et à 22, on est carrément très bas, et ça c'est certainement dû à la diffraction. Voilà. C'est très embêtant la diffraction. Voilà. Et donc là, le zoom, bon, bah, il est à peu près bon à 18 mm, hein, c'est ce qu'il disait, il est bon à 18 mm, et puis plus on s'éloigne de 18 mm, et plus on s'éloigne de 5.6, plus on va vers le rouge et choses comme ça, donc moins l'objectif est bon. Donc si on va chercher la global map et qu'on va regarder ce qui se passe, donc donc c'est toujours gradué, alors là c'est gradué en pourcentage, alors donc ça c'est le rapport, c'est l'acutance, c'est le contraste de bord. C'est le contraste de bord, donc c'est la netteté de bord, donc c'est une idée, c'est une autre façon de parler du sharpness, donc de la résolution, parce que vous avez une lumière noir et blanc qui passe, et donc c'est, je vous ai fait le dessin avec les deux courbes qui se rapprochent, et il y a un moment donné c'est le contraste, et donc plus vous avez une tâche de diffraction, une tâche focale qui est à bord droit, plus vous pouvez les rapprocher et plus vous avez du contraste, et donc je pense que ça fait référence à cela. Donc on peut sélectionner sur le centre, à 1/3 du champ, à 2/3 du champ, et dans l'angle. Voilà. Donc dans l'angle, on obtient une autre carte pour le zoom, et on obtient une autre couleur pour l'objectif, et ainsi de suite. Voilà. Alors c'est intéressant de se poser ça parce que dans le calcul optique, on ne calcule pas, on n'optimise pas forcément les objectifs sur l'axe optique, et il arrive parfois qu'on optimise les objectifs à une certaine hauteur d'image parce que ça permet d'améliorer les bords sans trop dégrader le centre. Voilà. Donc ça c'est habituel dans le calcul optique. Et si on regarde l'image, le résultat, donc en utilisant field map, donc carte de champ,
hein, c'est exactement ça ce que ça veut dire. Et bien là, on va pouvoir choisir les diaphragmes. Donc, grosso modo, on était bon à f5.6 à 18 mm et f5.6 sur le Nikon, et effectivement, on est vert à peu près partout avec un peu de jaune clair sur les bords. Et puis, mais par contre, le Carl Zeiss, là, il est vert partout. Si on va aller voir à 22, le Carl Zeiss est devenu jaune. Et puis si on va aller voir à 2, il est vert clair. Donc typiquement, si on se balade et qu'on voit les diaphragmes, on s'aperçoit que c'est un objectif qui est globalement bon à peu près partout sur le champ, et que seulement vers 11 et 22, hein, donc on aurait l'ouverture 16, ça aurait été pas mal, parce que là, je sais pas pourquoi on passe de 11 à 22, mais bon, ils font leur test comme ils veulent. Là, c'est le début de la diffraction. Voilà. De même, si le zoom, voilà, le zoom à 3.5, bah, grosso modo, il est bon au centre, parce que c'est là où on met l'oncle Anatole et Tata Ginette, et derrière, c'est la falaise d'Étretat, c'est le château de Versailles, et on va pas aller compter les briques. Et donc, au fur et à mesure qu'on va fermer le diaphragme, le champ va s'améliorer, jusqu'à obtenir donc la valeur de 5, 6, 8, qui est quasiment la meilleure, hein, reconnue, et puis après, ça va se dégrader, lié éventuellement à lié très certainement à la diffraction. Si on prend f5.6 comme étant la meilleure valeur, bon, on va s'apercevoir que 18, 24, ça pêche un peu dans les angles, 50, 35, ça pêche dans les angles, et 55, ça pêche encore plus dans les angles, et au point que il n'y a plus grand chose de bon, et puis sur F5.6 on n'a plus d'ouverture, et donc si on va voir fermé de 2 crans, hein, à F11, bon bah ça s'améliore pas, à F8, voilà, c'est F8 le meilleur diaph pour 50, et puis fermé à fond, c'est-à-dire F36, c'est dégueulasse. Si on clique sur profil, donc là ça permet de voir, parce qu'on est toujours dans l'onglet sharpness, hein, le profil, là ça permet de voir en horizontal le pourcentage du champ, du fil de position, donc 100% on est dans l'angle, hein, d'accord, on est dans l'angle, et bien sûr on fait pas de mesure au-delà de 100% parce que ça n'est pas bien. Voilà. Et on va trouver le petit carré orange, c'est la ligne orange, c'est le zoom Nikon, et le petit carré bleu, c'est le Carl Zeiss. Et ça nous donne le pourcentage de contraste, fil de position, inquiétance, bon, je sais pas pourquoi je sur ça, voilà. Et donc ça c'est le contraste de l'image de la mire, voilà. Donc là on a une image qui est raisonnablement contrastée, là on a une image qui est un peu moins contrastée, et donc ça veut dire que une espèce d'engluement de votre résolution, de votre détail fin dans un continuum qui est lié au diamètre des tâches de focalisation qui bavent l'une sur l'autre. C'est ça ce que ça veut dire. Ça, c'était pour le sharpness. On va aller regarder la transmission. La transmission, c'est pareil. Alors, transmission, on a juste de... Alors, f-stop à tout le... Donc, c'est les mesures de photométrique à pleine ouverture en fonction de la distance focale. Donc forcément, comme on a une focale fixe, c'est un point. Et comme on a un zoom qui va de 18 à 55, eh bien on s'aperçoit que la pleine ouverture, donc qui est de 3,5, hein, donc 3,5 je le mets quelque part par là, et qui va jusqu'à 5,6, donc le 55 ce point-là, et ben en fait on devrait avoir une courbe qui serait comme ça, voilà, je suis la flèche du milieu, et en fait on a perdu de la luminosité qui est liée à l'absorption des verres, parce qu'en fait les verres, si vous avez un aquarium qui est fait avec des plaques de verre, vous regardez dans la tranche de votre verre à vitre et de votre verre d'aquarium, et vous allez voir que la lumière ne passe même pas. Si vous ayez un grand aquarium, la lumière ne passe même pas, tellement le verre absorbe sur les grandes épaisseurs que il n'y a plus que la lumière verte qui passe au travers, et encore faut pas que ça soit trop
comment dire, trop épais, parce que sinon la lumière elle traverse même pas, quoi. Voilà. Les verres optiques utilisés pour les objectifs ont aussi des courbes de transmission en fonction de l'épaisseur. Et l'épaisseur cette courbe de transmission est donnée pour une épaisseur de 10 mm, parce que pour certains objectifs, déjà à 10 mm, il y a plus que 80% de la lumière qui passe. C'est pas tout à fait les valeurs d'un filtre Green, mais on commence à s'en approcher sérieusement. Donc, la transparence du verre est une caractéristique douteuse du verre. On continue. La distorsion. Donc la distorsion, je vous ai expliqué. Alors la distorsion, on va aller regarder la grille. Donc l'idée, voilà, vous avez une grille. Alors je vous laisse le temps de regarder bien. Donc l'objectif Zeiss, toujours à droite, a quasiment zéro de distorsion. Est-ce qu'on a la valeur, donc le maximum? Le maximum, oui, il est donné à 0 de distorsion. C'est normal, c'est normal. C'est un objectif macro, et sur les objectifs macro qui sont censés reproduire des choses qui peuvent avoir des géométries importantes, où la reproduction de la géométrie de l'objet est importante, eh bien, on essaye, autant faire se peut, d'avoir une distorsion à 0. Là, on va s'apercevoir d'une chose. Alors la distorsion, donc c'est gradué en pourcentage, hein, donc d'un côté positif et d'un côté négatif. Voilà. Ce pourcentage, alors on va aller voir sur la grille. Ce pourcentage, c'est le pourcentage de déplacement du point par rapport à la largeur, par rapport au bord considéré. Donc du coup, 1%, c'est 1% du bord. Donc on n'est pas en format 24-36, on est en format 18-27 mm, grosso modo. Et donc là, si on est à 1%, c'est 1% de 27 mm. Voilà. Parce que c'est ou 1% de, non, plutôt 1% de 18 mm. Et si on va dans cette direction-là, c'est 1% de 27 divisé par 2. Et là, de 18 divisé par 2, donc 9 mm et 13 mm. Et si on va dans la diagonale, bah, c'est 1% de la diagonale. Donc ça, c'est une déformation en barrière, parce que vous voyez, les lignes sont bombées vers l'extérieur. Voilà, c'est bombé vers l'extérieur, alors qu'on verra sur une autre optique, on va être bombé vers l'intérieur quand on va avoir du coussinet. Voilà. Et donc on peut regarder, bien sûr, pour le zoom, à différentes focales, parce que il se trouve que la distorsion, c'est un problème de position de la pupille, donc du diaphragme, dans l'optique, et que ils la mettent à la position la plus judicieuse, parce qu'en fait, il faudrait qu'il déplace le mécanisme du diaphragme entre les lentilles au fur et à mesure qu'on change de focale. Ça ferait un mécanisme de plus, ils n'ont pas envie de s'embêter, et du coup, on a de la distorsion qui varie en fonction des focales. Et si on va regarder, là, on va avoir là, on a la focale complète, donc on va de 18 à moi j'aurais bien voulu d'aller de 18 à 55. Ah ben non, on a 18 mm. Voilà. Radial distorsion, focal length évolution, add the image field. Donc en horizontal, on est en pourcentage du champ. Et on va voir, donc là on a la focale de 18 mm, et donc on a les positions. Voilà, donc la focale réelle est plutôt de 19,5 mm. Tiens, c'est marrant, c'est la première fois qu'on le passe. Ah oui, d'accord. Donc en fait, il calcule la focale réelle de l'objectif en fonction de la position du champ, et ce qui leur permet d'en déduire la distorsion. Voilà.
C'est intéressant. Alors ça, c'est dû au fait que quand le faisceau incliné passe dans la lentille, en fait, il ne se focalise, la focale et le grandissement n'est pas exactement le même, et donc du coup euh, amène le problème. Là, on est 97-124, 97-141. Donc il y en a un peu quand même, mais bon, pas beaucoup. Et pareil, sur le zoom, on peut changer la focale, et on va trouver des focales différentes. Voilà, 54,08, et puis là, on va trouver 53, 200, 800 et des bananes. Mais, quelque part, bon, déjà, la grille donne une bonne idée, et donne une bonne idée. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas le pourcentage, mais ça, on va l'avoir dans le, pas dans le profil, on va l'avoir dans les maximums. Voilà, ici, on va l'avoir là. Voilà. Là, on a la focale, là, on a le pourcentage de distorsion, et je dirais c'est ça qui nous intéresse. Alors, c'est intéressant de voir que l'on a une distorsion qui est toujours du même côté. On va voir un objectif où ce n'est pas le cas. Et puis, quand on va aller voir le vignetting, donc le vignetting, c'est l'obstruction des angles liés à l'optique, hein, c'est incontournable. Ben là, on a très peu de vignetting parce que c'est une longue focale. Et là, on a du vignetting, surtout à la focale la plus courte, parce que là, on est en grand angle. Là, on est en longue focale. Là, on est en grand angle, à 18 mm, c'est gradué là, et puis là, on est à 55 à ce niveau-là. Et on voit que de combien de diaphragmes on perd dans les angles. Voilà. Alors si on perd pas de diaphragme dans les angles, on est vert, et plus on va, oui, donc et plus on perd de diaphragme, donc s'il y a moins de diaphragme, pour les grands angles, on peut perdre même plus. Hein. Il y a des objectifs qui perdent jusqu'à 4 diaphragmes dans les angles. Donc en EV pour expose value. On l'a vu ça. Et donc on va retrouver des profils, parce que c'est pas forcément linéaire. Donc là on a un beau champ uniforme, c'est montré là. Alors c'est peut-être sous ma tête, donc hop, là on a un beau champ uniforme. Là on a un point lumineux au centre et des angles noircis. Et là on a un point lumineux plus petit et des angles encore plus noirs. Et on est à moins de gaz. Voilà. Et toujours en pourcentage de l'angle de champ. Voilà. Mais comme on a choisi le même boîtier, ça veut dire en pourcentage sur le capteur, puisque c'est la forme du capteur, c'est la taille du capteur versus la longueur focale qui fait que on a tel angle de champ. Et le field map, on va retrouver les dessins. Donc là, on peut s'amuser. Donc là, même à F2, il en a, et puis à 2.8, on est déjà uniforme, alors que lui, à 18 mm, il faut, voilà, à F5.6, il est correct, voilà. Et si on va à 24, il y a encore dans les angles, à 35, il n'y en a plus, et à 55, ça revient, voilà. Et il faut peut-être fermer de 1 diaph pour l'avoir maximum, voilà. Pour l'avoir uniforme, excusez-moi. Et là, c'est marqué en cartographie, au lieu d'avoir des couleurs, ils vont faire noir et blanc. Bah, faut bien changer de temps en temps ici. Voilà. Par contre, celui-là, il est désespérément plat, sauf peut-être à 2 où effectivement il y a du vignettage. Voilà. Alors c'est intéressant de voir ça parce que en fait il y a deux vignettages qui se superposent. Il y a un vignettage qui est fonction de l'angle de change, et ça c'est ce qu'on appelle la loi en cosinus carré, θ. Donc suivant l'angle de champ, on multiplie par cos puissance 4, pas carré, cos puissance 4 de l'angle de champ, et ça donne la variation du vignettage lié à l'angle de champ. Mais il peut y avoir un vignettage qui va être lié
au fait que les lentilles sont pas assez grandes. Voilà, grosso modo. Et je serais tenté de dire que ça, typiquement, bah voilà, c'est les lentilles, certainement la frontale, elle est pas assez grande comme il faut pour avoir toute la lumière qui passe partout. Parce que un vignettage lié à l'angle de champ, lui, se garde plus longtemps. Mais là, comme c'est non focal, on n'est pas gêné par ça. On continue. Aberration chromatique. Alors, aberration chromatique, donc c'est pareil, on va se retrouver avec des microns, donc c'est aberration chromatique, c'est des différences de taille. Alors là, je pense qu'en micron, il compte la distance entre le point bleu et le point rouge, très certainement. On a toujours la focale en horizontale et on a les diaphragmes en verticaux et on a le 3D. Donc là, comme on se rapproche de 0 aberration chromatique, et ben on est vert. Et puis ici, bah, comme il y a une certaine aberration chromatique à 18 mm et pleine ouverture, eh bien, on a un peu de jaune et puis on tend vers le vert quand on va vers 50 mm. Et on va retrouver les profils. Donc là, on va pouvoir sélectionner le bazar. Alors, pourquoi est-ce qu'on a deux couleurs? Vous voyez, chaque objectif a deux couleurs, donc on a marron et bleu. Là, je pense qu'il faudrait faire appel à l'aide du site, mais je veux pas le faire parce que ça m'ouvre un pop-up dont je réussis pas à enlever facilement. Et donc du coup, là je sais pas. Là je sais pas. Il faudrait lire plus avant. Et donc là c'est pareil, on va pouvoir fermer le diaphragme et ainsi de suite et voir comment les aberrations chromatiques s'arrangent. Donc on est en orange et bleu. Orange et bleu. Donc, qu'est-ce qu'il me dit là? Fil position et micromètre. Fil position en pourcentage, 55 micromètres. Alors là, je pense que 2436, non, puisqu'on est sur un capteur qui n'est pas 2436. Enfin bon, ça permet de s'apercevoir des aberrations chromatiques que l'on a, et donc là du coup, bah, on s'aperçoit que, vous voyez, quand je vous disais un objectif, il peut être calculé pour une hauteur donnée, bah celui-là, on a un point de fonctionnement, on a les courbes qui se croisent à un point de fonctionnement qui correspond à 45-50% du champ, alors que celui-là, l'autre, le Nikon, lui, il est plutôt calculé sur l'axe. Et on continue, et si on joue avec le diaphragme de l'autre, on va pouvoir voir des choses différentes, de même que, alors, je sais pas pourquoi tu as plus de trucs, on peut jouer aussi avec la focale. Faut prendre un peu de temps pour regarder tout ça et voir et en tirer des enseignements. Donc, et là on tombe sur le tester avec, voilà, pour voir les différences. Donc si on retourne là, voilà, donc le bon objectif on l'enlève et puis on va comparer, bah, par exemple le Sigma avec le Nikon. Voilà, et donc on va s'apercevoir que les notes, bon bah du Nikon est à 16, hein, c'est un objectif qui vaut 150 €, 170 €, hein. Enfin, 170 € quand même. Ça représente quand même pas mal d'heures de travail, hein. Pour faire ça représente quand même beaucoup de temps pour réussir à économiser, parce que en heures de travail, ça fait déjà un nombre d'heures de travail conséquent. Mais il faut penser que c'est de l'argent que l'on économise, c'est-à-dire que il faut gagner sa croûte d'abord, et donc il faut travailler un certain nombre d'heures. Donc si on ramène
son salaire. Moi, comme ça, j'avais calculé que je gagnais 1,50 € de l'heure. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais enlevé tous mes frais fixes, et que je divisais ce qui me restait par le nombre d'heures que je travaillais, grosso modo, je gagnais 1,50 € de l'heure. Donc, du coup, pour acheter un objectif à 150 €, ben, il faut que je travaille 100 heures pour obtenir ça, c'est-à-dire plus de la moitié du mois. C'est pas joyeux ça, quand vous vous rendez compte de ça. C'est pour ça que c'est important de savoir qui paye. Bon, donc on revient, le Nikon on le connaît, là on s'aperçoit que, donc on est avec le 5300, on va mettre le 5600 pour être consistant et que l'on puisse pas, voilà. Donc on est passé à 19, 14, donc finalement ce sont des objectifs relativement proches. Par contre, Sharp-Test, là, 8 mégapixels, et là, 14. Ah, tiens. La transmission, donc le Sigma ouvre à 2.8. Hein. Donc là, on est à quasiment à f5, 3.9 là, et là, on est à 3.2. Pareil pour la distorsion, c'est un peu mieux. Le vignetting, ah tiens, le vignetting est plus important. Enfin bon, le vignetting est plus important, mais on va voir à quel diaphragme il est le plus important. S'il est plus important qu'à pleine ouverture, bon bah ça va. Et l'aberration chromatique est comparable. Paradoxalement, cette valeur d'aberration chromatique est importante parce que c'est ça qui va vous poser le plus de problèmes en post-traitement et choses comme ça. La distorsion, le vignetting et les distorsions, ça se règle très bien. La transmission, en fait, on s'en rend pas compte parce que la photo est faite derrière l'objectif et pas devant, donc voilà. Et donc, grosso modo, ce qui est intéressant, ce sont les perspectives, les perceptuels mégapixels, les mégapixels rendus. Plus on se rapproche de 24, meilleur c'est. Et l'aberration chromatique. Voilà, grosso modo. Le reste, ça se règle très bien. Et bon, par exemple, donc on va aller, donc les spécifications, on s'en fout. Bon, on passe de 120 $ à 670, prix 9 catalogue. On passe de une ouverture variable à une ouverture fixe. On passe de 18,55 à 17,50, c'est kiff-kiff, hein, d'autant plus que on s'est aperçu que le 18, il faisait plutôt 20 mm. Hein. Bon. Diamètre de fil 52, diamètre de fil 77. Bon, bah, les fils 77 sont plus chers que les 52, mais on n'achète pas non plus 50 000 filtres. 50 000 filtres. Monture DX, monture DX. Stabilisation non, stabilisation yes. Moteur Silence Wave, moteur high, je sais même pas ce que c'est, mais c'est la même chose. Chaque marque a son propre truc. Type de zoom à bague, parce qu'il y a des zooms à pompe, il y a des zooms où on tire juste la bague, et puis d'autres où on la tourne. Ceux où on déplace où on tire, on pousse sur la bague, on appelle ça un zoom à pompe, et ceux où on tourne, on appelle ça un zoom à bague. Rotating front élément, ça c'est est-ce que le filetage où on met le filtre tourne, et ça c'est important quand on va utiliser les filtres polarisants. Donc là, il tourne pas, et sur le Nikon, il tourne. Est-ce qu'il y a une monture pour remettre un trépied? Oui ou non? La couleur, ils sont noirs. Est-ce que la mise au point autofocus se fait alors full time? Et là, ils répondent non. Donc à tous les coups, les deux sont à mise au point manuelle par moteur électrique. Voilà. Là, on commence à voir la différence. 7 lentilles contre 17. 5 groupes. Donc, les PC et les lentilles, on peut les coller ensemble. Et quand on colle des lentilles ensemble, par 2 ou par 3 ou par 4, comme vous voulez, enfin, comme l'ingénieur, et bien du coup, c'est ce qu'on appelle un groupe. Et en fait, ce sont les groupes qui vont avoir les surfaces RVR qui vont, avec le traitement anti-reflet, faire passer plus ou moins de lumière et vous faire plus ou moins d'absorption. Donc 13 groupes, c'est beaucoup. Voilà. Nombre de pales du diaphragme, c'est simplement pour savoir combien d'étoiles vous allez avoir quand vous allez photographier un réverbère la nuit ou quand vous allez photographier le soleil.
Circular aperture, c'est donc le diaphragme rond, parce que Nikon il taille ses languettes de pales de diaphragme bien en arrondi, et donc ça singe une forme ronde quand on ferme le diaphragme, et donc ça donne des flous d'arrière-plan plus harmonieux. Ça, c'est ce que dit la publicité, et ça évite un peu la diffraction, parce que donc ça évite les phénomènes, les starbursts, là, les étoiles avec les réverbères ou le soleil, des choses comme ça. Et donc le sigma ne l'a pas, et puis on voit la différence de poids, hein, donc il y a 205 grammes et 565. On va aller dans les mesures, et là on va s'intéresser, la distorsion, tiens, allez, ouf, parce qu'on va retrouver ça, et donc là on va s'apercevoir que le Nikon, on reconnaît sa courbe, hein, alors le Nikon est toujours en orange, hein, et le sigma est en bleu. Là on va voir, là on va s'apercevoir qu'à une certaine focale, qui est en grosso modo entre 18 et 28, donc c'est le tout autour de 30-32, il n'y a pas de distorsion. Il n'y a pas de distorsion. Mais ça veut dire aussi qu'on va passer d'une distorsion en barillet à une distorsion en coussinet. Et ça, ça veut dire que si on a vraiment besoin d'une géométrie parfaite, eh bien, il va falloir corriger ça quasiment. Ça va pas être toujours le même paramètre qu'on va mettre. On va être obligé de corriger le paramètre en fonction de la distance focale et trouver le bon paramètre à chaque fois. Donc ça veut dire que si vous voulez faire de la photo d'architecture avec le Sigma, vous n'avez pas fini, mais avec le Nikon aussi, sauf que avec le Nikon, vous allez toujours corriger dans le même sens, alors qu'avec le Sigma, un coup c'est en positif, un coup c'est en négatif. Donc là, alors, autre souci, c'est là on a 18, 24, 35, 55, et puis là on a 17, 28, 35 et 50. Bon, 50, 55, ce sont les extrêmes, donc pourquoi pas. Et voilà, et donc là on voit encore un peu le barillet, si on a la fois, et puis là on commence à voir le coussinet, quoi. Le coussinet, il est pas, c'est pas très très visuel, il vaut mieux aller voir le profil, voilà, maximum géométrie de distorsion. Et si on va aller voir les profils, on tombe sur les mêmes courbes que tout à l'heure, avec les mesures de focale. Donc on voit que le Nikon sur tout le champ, il est pas mal là. Ah, alors que je ne me trompe pas, donc à 55 de focale, vous voyez, il varie peu, alors que l'autre à 50, il varie un peu plus. Voilà, il varie entre le centre et le bord du champ à des distances focales. Alors la distance focale, ça veut dire c'est la distance de projection, donc c'est la grandeur. Donc on voit bien que si on n'a pas le même focal partout, eh bien sur le bord du champ, ça va être rendu plus gros ou plus petit que sur le centre du champ. Et donc du coup, la dimension, l'échelle de rapport se déplace entre le centre et le bord, et votre objet, au lieu d'avoir la même taille au centre et au bord, eh ben il va avoir une taille plus petite sur les bords ou une taille plus grande sur les bords. Si vous mettez devant un mur qui aura exactement la bonne hauteur partout sur votre champ, et que vous mettez bien en face, et que euh, la partie du mur qui est dans l'image tout à droite et la partie du mur qui est dans l'image tout à gauche sont exactement à la même distance, et si la focale est la même que la focale au centre, vous avez un mur parfaitement droit, parce que la distance focale est la même, et donc la projection est la même. Mais si la focale est plus petite, plus vous allez vous éloigner du bord du champ, plus la focale va devenir plus petite, donc votre image va devenir plus petite, et donc vous allez avoir une forme en tranche de melon. Voilà. Et ainsi de suite. Alors après, ces deux onglets-là, on n'y a pas accès quand on va choisir plusieurs focales. Par exemple, si je m'amuse à tester les trois et que je fais la comparaison, alors je l'ai fait 4 fois de suite, ça ne fonctionnait pas, et puis là tout d'un coup ça fonctionne. Bon. Donc voilà, c'est la quatrième prise, parce que pendant les 3 premières ça fonctionnait pas. Bon là ça fonctionne, je sais pas pourquoi. Et si on va aller voir l'aberration chromatique, par exemple, on a le Nikon, le Sigma et le Tamron.
Et on va s'apercevoir que bon, le sigma il a un peu d'aberration chromatique, alors que le Tamron, bon, il est plutôt vert, hein, donc c'est en micromètre, ça se rapproche de ça. Et puis le Nikon, lui, il en a un peu plus, plutôt grand angle. Donc on sent que le sigma, il a de l'aberration sur la longue focale, c'est étonnant, et le Nikon sur la focale courte, c'est étonnant, alors qu'il était censé être meilleur sur la longue focale. Et Figma, pour la retrouver, donc on peut choisir les, les diaphragmes. Voilà, donc si on se met dans une position paysage, hein, paysage plutôt diaphragme fermé, on le verra, enfin excuse-moi. On dit qu'il faut faire les paysages à f5.6 ou f8, voilà, on va se mettre à f8, voilà, grand angle, paysage, boum. Voilà, donc le Sigma, il est pas mal du point de vue de l'aberration chromatique, le Nikon est un peu moins bon, mais c'est aussi l'objectif le moins cher, hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, il n'y a aucune relation entre la qualité d'un objectif et le prix. Voilà. Pour avoir quelques objectifs, je peux vous dire qu'il y a des objectifs très chers qui sont pas bons, des objectifs peu chers qui sont très bons. Et réciproquement. Et inversement. D'un autre côté, si on va aller voir pour côté focal à portrait, on va s'apercevoir que bon, bah, c'est ce qu'on voyait, le sigma, il commence à pêcher dans les angles à la pleine ouverture, et par contre, le Tamron, effectivement, il a l'air d'être pas mal. Voilà. C'est peut-être pour ça que il était quand même moins cher à l'achat que le Sigma. Alors je voudrais pas te dire de bêtises, mais si c'est un demi constant aussi. C'est un demi constant, c'est un demi constant, c'est se demander si c'est vraiment un demi constant. Ah bon, il a l'air bien uniforme celui-là. Voilà. Alors que si on va sur le Sigma, bon pour le paysage, à F8, focale courte, c'est plutôt le Sigma qui s'en sort le mieux. Mais pour le portrait, c'est plutôt, je vérifie aussi sur mon micro bon endroit. Pour le portrait, et ben c'est le jeu égal entre le Nikon et alors il faut évaluer la couleur du verre. Ils auraient pu se fendre de mettre un chiffre. Et donc si on va voir ça en profil, alors, par contre en profil ça va pas être évident à lire. Donc le Nikon c'est grenat bleu foncé, donc c'est là. Voilà, c'est celui-là. Le Sigma c'est orange et bleu. Alors, je sais pas si Sagital est tangentiel, ça c'est un problème d'aberration, quelque chose comme ça, mais je comprends pas pourquoi il suit les deux courbes. Et il doit y avoir l'astigmatisme sur le Sigma. Et après c'est rouge et bleu ciel, et ça c'est le Tamron. Voilà. Et là on est dans les aberrations chromatiques. Voilà. Donc finalement celui qui a le moins d'aberrations chromatiques c'est le Tamron. Voilà. Ah, sur D500. Alors j'ai fait une bêtise. Euh, Score. Boum boum boum. Oui, là on est sur le D500. Et là on est sur le D5003 et le D5006. Voilà, j'ai bien mis le même boîtier partout, sinon ça n'a pas de sens. Par rapport à ce que l'on a vu avant. Et donc du coup, on était sur l'aberration chromatique, et on était sur les profils. Et vous voyez, ça a changé les courbes. Ça a changé les courbes.
Le fait de changer le boîtier a changé les courbes. Et non, c'était quoi, 17 et F8. Pouf, pouf. Voilà, ça a changé les courbes quand même. Ça a changé les courbes. Bon, donc il faut comparer toujours dans les mêmes situations parce que sinon on s'y perd rapidement. Voilà ce que l'on pouvait dire par rapport à DxO pour pouvoir comparer les objectifs entre eux et par rapport à un modèle de boîtier. Donc, quand vous en avez trop et vous voulez en virer, vous cliquez sur la croix et ça vous les enlève, ainsi de suite. Alors, on peut aussi s'en servir comme on l'a fait avec, Miss Numérique, à savoir explorer le vaste monde et le catalogue disponible afin de sélectionner sa wishlist en se disant tiens qu'est-ce qui serait bien et ainsi de suite. Alors on va tenter de faire ça et on va chercher on va chercher les objectifs Nikon, voilà, on est toujours Nikon. Tiens, on va faire du Canon, allez hop. Donc tac, tac, en Canon, et puis en boîtier, on est en boîtier Canon. Voilà. Boum. Et on va donc sélectionner les Canon EF, voilà, EF, EFS, voilà, zoup, celui-là on va le virer, voilà. Et donc, alors, Advanced System, donc caméra brand, on va sélectionner sur un Canon, et il faut choisir un modèle, et ben on va aller choisir un 1200D, tiens, voilà, boum. Et on a là donc on a tous les objectifs en monture EF, en monture FS, tous les objectifs qu'ils ont testés, avec testé sur le boîtier Canon 1200D. Et il y en a. Parce qu'on n'a pas mis de limitation de focale, donc il y a tout, n'importe quoi. Et je suis même étonné qu'il n'y ait pas deux pages. Bon. Et donc, en fonction de ce qui va nous plaire, on peut regarder comment il les classe par les mieux notés, enfin, ou les moins bien notés. Voilà. Donc les mieux notés, on va trouver le Canon EF 35 ouvert à 2, le 85 EF ouvert à 1,2, le 85 EF ouvert à 1,2, L version 2 USM. Ah oui, alors c'est la même valeur, hein, 20, un truc comme ça. Et donc on peut s'amuser à regarder les autres valeurs et ainsi de suite. Et donc on peut choisir comme ça, prendre les mieux notés. Ou alors au contraire, et alors c'est aussi intéressant de regarder les moins bien notés. Voilà. Par exemple, vous voyez, un objectif qui notait 8, est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'avoir, quoi? Alors, la chaîne vidéo Mon Petit Réflexe, c'est avec Sylvain Lepoutre, va vous expliquer que bah lui il a le zoom, il avait acheté le kit avec le zoom et que finalement il est très content du zoom parce que bon il est petit, pas cher, léger et que pour ce qu'il fait et ce dont il a besoin, il est content du résultat. Moi personnellement, quand j'ai acheté mon 5300, je savais que je n'en aurais pas besoin et que ça allait m'être inutile. Donc je l'ai pas acheté. Voilà. Si on s'amuse à classer sur Sharpness, bah on peut faire Sharpness c'est la résolution, on clique dans un sens, on clique dans un autre, donc il n'a pas de résolution, oui d'ailleurs, on retombe sur le même positif, et puis bah, d'un autre côté, si on regarde ceux qui ont la plus de résolution,
Donc ça c'est, alors là par contre c'est plus des notes, ce sont des perspectives, des mégapixels ressentis, et donc on va s'apercevoir que on va tomber dans des 302.8, voilà, 302.8, 600, des gros tromblons, des objectifs très chers, et ainsi de suite, et on commence à retrouver notre 35 ouvert à 2, IS, USM, voilà, et ainsi de suite. Voilà, on va trouver le fameux 51.8 que tout le monde essaye de vous vendre, hein. Pourquoi pas. Sur un APS-C, ça fait long comme focale. Ça fait une très belle focale à portrait, mais je trouve que ça fait une très belle focale à portrait. C'est un objectif qui est fait pour faire du portrait en APS-C. En format FX, c'est une focale standard, et il est plus forcément aussi bon que ça a l'air. Voilà. Et donc en sharpness, on va retrouver le 85 il est plutôt bas, parce qu'avec 10 mégapixels, mais c'est normal parce que le 85 mm, ce 85 mm là particulièrement a des résidus d'aberration et ainsi de suite. Voilà, donc ça peut servir aussi à regarder ce qui existe, et à regarder ce qu'on peut faire, puis après on regarde les prix, hein, parce que ça c'est ça les prix de vente, hein. Je ne vais pas dire de bêtises, hein. Non, ça c'est pas les prix de vente, ça c'est pas les prix de vente. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on avait les prix de vente chez Nikon et que là on l'a pas. Voilà. Bon, il faut fouiller là-dedans. Voilà. Il faut fouiller là-dedans. Ça vaut le coup d'y passer du temps, ça vaut le coup de se balader, ça vaut le coup de regarder, et ainsi de suite. Notamment quand vous allez hésiter sur votre wishlist, sur qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je fais, et ainsi de suite. Et on peut faire, alors il y a, voilà, reset filter, boum. Là, par exemple, si on s'amuse à chercher les objectifs Leica, alors, alors le problème c'est que, alors attendez, Leica, donc Leica M, voilà, et des fois on s'aperçoit que ils n'ont pas tout testé, toutes les combinaisons et choses comme ça, parce que par exemple on peut pas sélectionner un boîtier Leica pour tester un objectif Leica. Alors c'est un peu paradoxal, mais toutes les combinaisons no device found for current filter, rien trouvé. Alors qu'en fait, ils ont testé des objectifs Leica, mais faut trouver comment ils ont testé et sur quoi ils les ont testés. C'est pas évident. Et on vous dit que vous voulez un Canon, un Nikon, et ils vous propose de chercher dans les Nikon, dans les Canon. Il y a des problèmes de. Alors, Z7. Alors, Nikon, tac, tac. Tiens, on va voir ce qu'ils ont sur le Z7. On peut y passer des heures passionnantes. Bon, caméra, on ira Nikon, voilà, tac, tac, boum, boum. Ah oui, c'est ça qui est. C'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai sélectionné boîtier Nikon Z7 avec les objectifs en monture Z. Voilà. Donc là, on a un sharpness, on est. Alors Z7, il doit être à 45 millions de pixels ou un truc comme ça. Bon, on est à 37. 37 pour 45, c'est pas mal, quoi. Ça, c'est une note, hein. Enfin voilà. Bon. Donc, c'est un site qui permet de trouver des informations,
C'est un site, c'est une entreprise française. C'est unanimement reconnu euh, comme c'est fiable. C'est fiable. C'est pas parce que c'est français que c'est fiable, c'est... Enfin bon, s'ils avaient dit des conneries, ils s'en seraient pris plein la tête, et en fait non, c'est fiable, et on peut faire référence à ça, et ça vaut le coup de... Ça vaut le coup d'y passer un peu de temps, en attendant d'avoir monté votre système, d'avoir construit votre système, d'avoir choisi tout ce qui vous ferait plaisir. Je vais arrêter là cette vidéo qui à mon avis va être encore très très longue. Euh, En vous disant, pendant que vous faites votre liste au Père Noël, soyez éco pour essayer comprendre et optimiser, et faites des images. Au revoir.